Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1, bienvenue dans le 13h. Hier, jeudi, au Palais de la Présidence de la République, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé avec l'administrateur du groupe Afrique de la Banque mondiale. Notre reporter Viviane Aïma a assisté à l'entretien, son compte-rendu dès le début de ce journal. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé hier jeudi à la pose de la première pierre du siège Afrique du groupe laitier hollandais Friesland Campina. Le choix de la Côte d'Ivoire pour ce groupe traduit la perception positive de l'environnement des affaires par les investisseurs étrangers. Reportage à suivre dans 5 minutes. Béoumi a retrouvé ses esprits. Après des heures chaudes de tension, la ville est calme. Le gouvernement a envoyé le ministre Sidi Tiemoko Touré, l'un des fils de la localité, pour s'entretenir avec les populations et les autorités locales afin d'apaiser les tensions. Nous irons à Béoumi dans ce journal. Je vous le disais en titre, Julius Maada Bio est en Côte d'Ivoire. Le président sierra-léonais est arrivé ce matin. Il a été accueilli par le président Alassane Ouattara à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le chef de l'État sierra-léonais est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures, visite au cours de laquelle il aura un tête-à-tête avec son homologue ivoirien. Ce sera au palais de la présidence de la République. Les deux chefs d'État évoqueront très certainement des sujets de coopération bilatérale, mais aussi d'intégration sous-régionale. Nos reporters sont sur place. Allons-y maintenant au palais de la présidence de la République. Hier jeudi, le vice-président Daniel Kablan-Duncan y a reçu l'administrateur du groupe Afrique de la Banque mondiale. Notre reporter Viviane Aïma a assisté à l'entretien. Son compte rendu. Dans le cadre de la coopération Banque mondiale Côte d'Ivoire, l'administrateur de la zone Afrique 2, Jean-Claude Tchatchouang, est en séjour de travail à Abidjan ce jeudi 16 mai. La zone Afrique 2, le portefeuille pays dont il a la charge à la Banque mondiale, comprend 23 pays de la CEMAC et de la CEDEAO, au nombre desquels la Côte d'Ivoire. Reçu au palais présidentiel, il a échangé avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, sur plusieurs questions se rapportant à la coopération avec la Banque mondiale. Je suis à Abidjan dans le cadre des missions de consultation régulières que nous faisons avec les autorités. Nous avons évoqué les questions de la reconstitution des ressources de l'IDA, qui est un guichet auquel la Côte d'Ivoire émarge. Nous avons aussi évoqué les questions du secteur privé et comment faire vraiment du secteur privé le moteur du développement, et également les questions des perspectives 2030 de la Côte d'Ivoire. Notons qu'au mois d'avril dernier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait rencontré les hautes autorités du groupe de la Banque mondiale à Washington. Pendant ce temps, donc, Amadou Gon Coulibaly était à la zone industrielle de Yopougon. Le Premier ministre y procédait à la pose de la première pierre du siège Afrique du groupe laitier hollandais Friesland Campina, s'implanter en Côte d'Ivoire. Un choix stratégique pour ce groupe. Le siège d'Abidjan couvrira 42 pays africains. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. C'est un géant de l'industrie laitière qui s'implante en Côte d'Ivoire. Le groupe Friesland Campina, producteur de la célèbre marque de lait Bonnet Rouge, a décidé de rayonner sur l'Afrique à partir de la zone industrielle de Yopougon. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire parce que c'est un endroit stratégique bien connecté au reste de l'Afrique. Les infrastructures nous permettent également de servir efficacement le reste de la région. De plus, Côte d'Ivoire est un pays stable, avec une bonne croissance économique, avec accès aux bons talents et, très important, un gouvernement fiable. La société entend par cette implantation se rapprocher de ses clients africains, offrir des produits nutritionnels de qualité, mais également contribuer au développement industriel de la Côte d'Ivoire. Voir un géant comme Friesland Campina venir s'installer chez nous pour promouvoir cette industrie, pour que le lait, qui est l'un des produits nutritifs les plus prisés des populations, puisse être fabriqué localement avec une marque de référence connue depuis toutes ces années, pour nous est la concrétisation d'une politique avenante, d'une politique permettant à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant.
Un choix stratégique pour le groupe néerlandais qui valorise ainsi les acquis de la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Les efforts du gouvernement depuis 2011 pour un climat économique et une gouvernance propice aux affaires ont fait de la Côte d'Ivoire une destination privilégiée pour des investissements en Afrique. Aujourd'hui, 6 années après l'implantation de son usine, le groupe va établir son siège régional Afrique, jusque-là localisé en Hollande, ici à Abidjan. Quelle fierté pour nous, quelle fierté pour la politique menée par le gouvernement. Le Premier ministre a encouragé l'entreprise à mettre l'accent sur la qualité, la compétitivité et la diversification de ses investissements en vue de contribuer à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Le secteur industriel, qui représente 27% du PIB, connaît une forte progression depuis 2012. Il a enregistré une progression moyenne de plus de 10% sur la période 2012-2018. Pour faciliter l'atteinte de cet objectif, le gouvernement ivoirien a consacré d'importantes ressources à l'investissement public et mis en œuvre de grandes réformes structurelles et sectorielles. Ainsi, l'investissement public a augmenté à un rythme moyen de 11,6% l'an entre 2015 et 2017. Le groupe néerlandais dispose déjà en zone industrielle de Yopougon d'une usine de production de lait d'une capacité de 28 000 tonnes par an, alimentant en plus de la Côte d'Ivoire 7 pays africains. Quant au nouveau siège, il couvrira 42 pays dans lesquels la société est en activité. C'est le retour au calme à Béoumi. Après les tensions, la ville est de nouveau paisible. L'altercation mercredi dernier entre transporteurs qui y a fait un mort et des blessés est bien un souvenir lointain. Pour calmer les esprits, Sidi Thiemoko Touré a fait le déplacement de Béoumi au don du gouvernement. Le ministre a eu une série de rencontres, notamment avec les communautés, les forces de sécurité et le corps préfectoral. Le témoignage de Léon Brou. Béoumi, ce jeudi 16 mai 2019, il est un peu moins de 21 h. Dans les rues, plus de barrages de protagonistes, encore des forces de l'ordre et des populations en attendant l'entrée en vigueur du couvre-feu décalé à 21 h, le temps de cette réunion de crise. Présent, le porte-parole du gouvernement, des cadres de Béoumi, le corps préfectoral, la hiérarchie militaire des détachements de maintien d'ordre, la jeunesse et les chefs de communauté. L'autre quand dit on vient m'attaquer, l'autre dit si je rentre, on va venir m'attaquer la nuit. C'est pourquoi ils sont dehors. Mais comme les forces de l'ordre sont là, nous allons tout mettre en œuvre pour que les jeunes puissent rentrer. En tout cas que tout le monde rentre à la maison et qu'ils arrêtent de s'affronter. Parce que qu'on le veuille ou pas, on est la même chose et nous sommes de la même famille ici à Béoumi. Nous avons pris l'engagement de sensibiliser nos enfants, de pardonner, car c'est en pardonnant qu'on est pardonné. En plus de ces engagements, 3 jours de couvre-feu, des rituels de la chefferie traditionnelle et des confessions religieuses pour le retour définitif de la paix. Et c'est de bons augures pour le ministre Sidi Touré. Nous avons essayé de crever l'abcès. Et à l'issue de ces différents échanges, les différentes communautés ont décidé de passer le message de l'apaisement, de la paix, le message de la paix, le message du pardon auprès des différentes communautés pour que définitivement les barrages soient levés et que les jeunes, les femmes et les hommes puissent vaquer à leurs différentes occupations. Et donc c'est véritablement cette satisfaction que j'ai souhaité partager avec nos concitoyens qui sont à Abidjan, qui sont ailleurs sur tout un territoire, qui s'inquiètent par rapport à ce qui se passe ici à Béoumi. Tout est rentré dans l'ordre. 1 million de francs CFA, dont 300 000 francs pour les premiers soins des blessés, dont du porte-parole du gouvernement. Les affrontements de Béoumi, faut-il le rappeler, sont nés d'une altercation entre un chauffeur de taxi-moto et un apprenti Baka. Nous avons pu entrer en contact avec le ministre Sidi Touré, qui, je le rappelle, est fils de Béoumi. Nous sommes en ligne avec vous. Monsieur le ministre, si vous nous recevez, dites-nous quel est le bilan des affrontements et surtout, comment se porte Béoumi à l'heure où nous parlons? Comme tous les Ivoiriens, nous avons appris avec effarement qu'une banale altercation, mais violente tout de même, entre deux frères dégénérés,
un affrontement intercommunautaire dans la ville de Béoumi. Donc nous avons malheureusement enregistré un décès confirmé. Et pour ce qui est des blessés, évidemment, il y en a eu, et quelques dégâts matériels. Relativement au climat qui règne à Béoumi, il faut juste relever que, étant fils de Béoumi, député de cette localité, mais aussi membre du gouvernement, sur les instructions du président de la République et du Premier ministre, nous sommes rendus très vite à Béoumi et nous avons tenu une réunion dès le jeudi hier avec toutes les communautés, les chefs de village, les jeunes, les femmes, et en présence du corps préfectoral et les différents commandements, à l'effet d'obtenir une accalmie relativement à cette situation, mais aussi commencer à penser les différents plaies. Et ceci nous permettrait, dans un second temps, ultérieurement, d'adresser les causes de cette situation. Ceci, bien sûr, avec le concours de la grande médiature qui a commencé à se mobiliser. Et par ailleurs, aujourd'hui, vendredi, commenceront les rituels traditionnels d'expiation de ce malheureux événement. Pour ce qui est de la communauté malinké, ce sera la lecture coranique d'usage, et pour la communauté baoulé, quelques sacrifices de bêtes. Pour ce qui nous concerne, nous allons procéder à la consolidation de cette accalmie à travers le pardon mutuel et la paix, des échanges avec toutes les populations et quelques visites aux différents blessés qui ont été constatés, en attendant bien sûr qu'avec ma collègue de la solidarité, nous apportions cette solidarité du gouvernement à l'endroit de toutes les populations affectées. C'est le lieu de souligner l'importance de la paix. La paix, certes à Béoumi, dans le Béquet, mais au niveau de toute la Côte d'Ivoire. C'est dans ces moments qu'on prend conscience de cette valeur. Merci, Monsieur le ministre. Le ministre Sidi Tiemoko Touré, porte-parole du gouvernement par téléphone depuis Béoumi. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire fait face à ce type de violence intercommunautaire. L'onde de choc, c'est une cohésion sociale affectée, une situation qui préoccupe au plus haut point. Il faut que cela s'arrête. Le gouvernement monte au créneau. Des missions de sensibilisation sont engagées pour tenter d'apaiser les foyers de tension partout où besoin est sur le territoire national. Alexis Ouedraogo. Violence intercommunautaire en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, des foyers de tension se signalent ici et là. À Bouna, dans le nord-est, en 2016, affrontements entre allogènes et autochtones, éleveurs et agriculteurs font plus d'une vingtaine de morts et de nombreux blessés. En 2017, à Azaguié, une bagarre entre femmes au corridor de la ville pour des places à occuper s'élargit aux jeunes des différentes communautés. Un conflit foncier dégénère en affrontement, au bilan 2 morts et des blessés graves, parmi lesquels le député d'Azaguié. Depuis ce début de semaine à Béoumi, un accident entre conducteurs de taxi-moto et chauffeurs pique-nique s'est mué en affrontement intercommunautaire. Dès les premières heures, police et gendarmerie sont dépêchés sur le terrain. Pour plusieurs, difficile de comprendre ces violences. On dit que la politique, mais ce n'est pas la politique. Ça, c'est entre eux-mêmes, vraiment, le règlement de compte et puis, bon, manque de tu vois, c'est un peu truc, quoi. Donc, je pense que les gens ne devaient pas se faire justice. Au cas où il y a un conflit, je dirais, communautaire, s'il y a un conflit au sein d'une communauté, il ne faudrait pas que les gens se fassent eux-mêmes justice. Donc, il faut saisir les personnes compétentes, telles que la police ou même la gendarmerie, le corps préfectoral, voilà, pour essayer de régler le conflit, soit à l'amiable ou bien de façon judiciaire. Ce qui est préconisé, c'est que lorsqu'il y a ce genre de conflit, qu'on ait voir un chef de village. Maintenant, le chef de village, là, il essaie de réunir les deux parties belligérants, les deux parties en conflit, pour essayer de savoir d'abord quel est le problème qui se trouve entre ces deux personnes-là. Maintenant, lorsque nous connaissons vraiment le problème qui se pose, il essaie de résoudre ce problème-là à travers la communication, le dialogue. Parce que franchement, sans le dialogue, on ne peut pas résoudre ce problème-là. C'est tous la même chose, donc ça se règle, et puis ça se pardonne, et puis c'est fini.
Le gouvernement, conscient de cette réalité, travaille à l'amélioration des interactions interethniques. Ne fassons pas les efforts qui ont été fournis entre 2011 et 2019. On a eu des routes, on a eu des ponts. On a construit même l'être humain parce que, comme je vous l'ai dit, on ne se parlait pas. Maintenant, on se parle. On va à des funérailles, on va en boîte, on est tous ensemble. On est tous ensemble. Au marché, on est tous ensemble. Si nous avons pu traduire la cohésion sociale dans les mots, que cette cohésion sociale est passée dans les actes, dans le comportement, faisons en sorte, quand on parle de la paix doit être visible dans nos comportements. Mariatou Kone appelle à la responsabilité de chacun et à la tolérance. Nous assistons à l'incivisme. La moindre colère, la moindre douleur, le moindre sentiment d'inégalité, on va casser, on va brûler. Et après, on est les premiers à se plaindre. On a cassé la mairie, mais je n'ai pas d'extrait de naissance. On a brûlé la gendarmerie, je ne me sens pas en sécurité, etc., etc. Au nombre des initiatives pour éviter que ces conflits s'enflamment, le gouvernement ivoirien met sur pied dans les localités des maisons du vivre ensemble pour que les conflits soient éteints dès les premiers signes de tension. Conflit intercommunautaire en Côte d'Ivoire, quelle solution de prévention? Reportage RTI 1 d'Alexis Ouedraogo à revoir sur RTI Mobile et sur RTI.ci. L'une de ses tâches à lui, c'est de veiller justement à la cohésion des filles et fils de sa commune. Le tout nouveau maire de Danané est installé et il a face à lui de grands chantiers de développement. Godefroy Okambawa nous en fait le point. Bitumage de 20 km de voies, extension du réseau électrique et l'adduction en eau potable des quartiers de la commune de Danané. Des doléances égrenées par le nouveau maire de la commune lors de la présentation du conseil municipal. Lassina Ouattara entend compter sur l'accompagnement du gouvernement ainsi que celui des fils et filles de cette localité pour la réalisation de ces infrastructures. Des infrastructures qui devront améliorer le quotidien des populations. Voir donc dans ce public ce jour, tous mes frères et sœurs candidats concurrents hier et membres du conseil municipal avec moi aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être optimistes pour Danané. Notre force résidera dans notre légendaire solidarité et surtout en la capacité que nous aurons à faire de l'unité et de la participation collective notre cheval de bataille. Lansine Diaby, représentant le Premier ministre, a promis d'accompagner cette nouvelle équipe qui inscrit son programme de développement au profit des populations. Au cours de cette rencontre, Lassina Ouattara et les populations du département de Danané ont réaffirmé leur attachement aux idéaux du RHDP, le Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix. Azionoula, c'est avec la lumière que le maire vient de faire le bonheur des populations. Plusieurs villages rattachés à la commune sortent définitivement de l'obscurité. Ils sont désormais connectés au réseau électrique national. Coût de l'investissement, 200 millions de francs CFA. Kader Sogodogo, RTI Boaki. Zamblé Bi Irie est coiffeur. Pour faire fonctionner sa tondeuse, il avait recours à des plaques solaires. Pas toujours évident. Jason Iriebi, elle, a désormais une activité génératrice de revenus. Il faut dire que la connexion au réseau électrique national de leur village va améliorer leurs conditions de vie. Je suis le coiffeur dans ce village. Avant, je coiffais sur énergie. Maintenant, je fais sur courant. Avant, il n'y avait pas de courant, on ne vendait pas l'eau glacée ni rien. Maintenant, on vend tout. On a des frigos, on vend de l'eau glacée. Je dis merci, je gagne un peu d'argent. Mefla Sud et ses 7 villages, Gonwafla, Diolusra 1 et 2, Seizra 3, Banoufla, Kwatougon et Ouaga passent de l'obscurité à la lumière. Ici, l'action est à mettre à l'actif d'un cadre. Une contribution personnelle de plus de 200 millions de francs CFA pour le mieux-être de ses parents. Djebidje Olivier, le donateur et maire de Zionoula, est bien présent à Mefla Sud pour célébrer la lumière. Nos parents souffrent, sont dans le dénouement. Donc partout où on pourra faire avancer les choses, on pourra aider le gouvernement. Comme eux aussi nous aident, on le fera. Donc on ne compte pas s'arrêter là. Un geste à saluer par le porte-parole des populations. Olivier Famille, en nous donnant la lumière, a contribué à 90% au développement de sa localité
et nous a propulsés dans l'émergence. Parrain de cette fête de la lumière à Menfla Sud, le président du conseil d'administration de l'ONEP, Jean-Louis Abounoua. Son représentant s'associe pleinement à la reconnaissance des populations. De faire le point de tout ce qu'il y a comme hydraulique villageoise à réparer et à faire. Parce que il y a des centaines de milliers de pompes à faire. Et tu es le premier à le solliciter comme parrain. Malgré son jeune âge, tu as cru en lui, il veut commencer par ici. 21 villages sont rattachés à la commune de Zionoula. 6 électrifiés par l'État de Côte d'Ivoire, 7 par le maire Djebidjen Olivier. Restent 8 villages pour lesquels l'espoir va grandissant. La lutte contre le sida pédiatrique s'intensifie en Côte d'Ivoire, cela avec la contribution de tous. La Fondation Elisabeth Glaser vient de remettre un lot d'équipements et de matériels médicaux au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce don, estimé à plus de 279 millions de francs CFA, devrait permettre de renforcer la capacité opérationnelle des établissements de santé en vue de la prise en charge optimale de ces deux pathologies. Les précisions de Didier Nguessan. Des équipements et matériaux médicaux remis par la Fondation Elisabeth Glaser pour la lutte contre le sida pédiatrique en Côte d'Ivoire au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Avec l'appui financier de United à hauteur de plus de 279 millions de francs CFA, ce don permet la célérité dans le diagnostic précoce du VIH-Sida et de la tuberculose chez les enfants, puis de traiter ces pathologies en cas de contamination. Ce matériel va permettre d'offrir un service de diagnostic rapide avec un rendu des résultats, disons, le même jour après le prélèvement, ce qui est une avancée extraordinaire. Cette nouvelle technologie qui a été mise à la disposition du ministère de la Santé, qu'on appelle les point of care, permet justement de faire ce diagnostic. L'avantage, c'est d'identifier précocement les enfants infectés au VIH et dès qu'ils sont infectés, de les mettre sous traitement dans les meilleurs délais. Et cette technologie permet de faire tout cet ensemble en 24 heures, en une journée. Cette remise de matériel s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de 2 projets majeurs de la Fondation. L'un concernant le VIH-Sida sur la période 2015-2019 et le second sur la tuberculose pédiatrique de 2017 à 2021. La Fondation Elisabeth Glaser travaille à réduire l'épidémie en Côte d'Ivoire à travers des programmes de recherche, de prévention et de traitement. L'Union européenne fait la promotion du bois d'origine légale. Elle interdit l'importation du bois illégal ainsi que sa commercialisation sur son marché. Ce modèle, la Côte d'Ivoire veut s'en inspirer. D'où la tenue cette semaine d'un atelier en collaboration avec la FAO dans le but d'échanger les expériences. On en sait plus avec Francis Boisfond. Exploitation et commercialisation du bois illégal. Le phénomène touche plusieurs pays africains. On retrouve la même chose au Cameroun, la même problématique au Libéria, la même problématique au Ghana. Le marché local n'est pas très dynamisé. Il y a énormément d'exploitation illégale de la forêt. Le volume de bois qui est exploité de façon illégale est énorme en Côte d'Ivoire. Il est équivalent à 40 fois la consommation. Le ministre des Eaux et Forêts invite à un changement de comportement. Je voudrais demander à tous les industriels du bois, tous ceux qui vivent de la forêt en Côte d'Ivoire, de se mettre ensemble pour combattre l'illégalité. Surtout pour nous permettre de préserver un patrimoine qui nous sert à tous. Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que la tendance qui a vu la dégradation de la forêt en Côte d'Ivoire soit inversée et que l'exploitation illégale soit un passé que nous allons oublier très vite. Cette rencontre, organisée par le ministère des Eaux et Forêts en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, vise à outiller les acteurs de la filière bois sur les bonnes pratiques. Autrement dit, la Côte d'Ivoire veut s'inspirer du modèle européen. 100% du bois qui rentre sur le marché européen est produit légalement, c'est-à-dire de façon durable, parce que quand on dit légalement, ça veut dire que ça s'inscrit dans le cadre de plans de gestion des forêts
dans les pays producteurs. En Europe, c'est clair, il y a des contrôles qui portent à la fois sur le bois brut, mais aussi sur le bois transformé. C'est-à-dire que les gens qui vendent des objets en bois doivent prouver que le bois qu'ils ont utilisé a été produit de façon légale. La rencontre d'Abidjan s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de réhabilitation et de gouvernance de la forêt ivoirienne. L'État continue d'agir pour les jeunes. 3 milliards de francs CFA seront bientôt mobilisés pour le financement des projets des jeunes. Une convention cadre de partenariat vient d'être paraphée entre l'Agence Emploi Jeunes et un établissement bancaire. Le compte-rendu de Théodore Zozo et Eugène Atoubé. Ils seront 131 000 jeunes de 18 à 40 ans à bénéficier du partenariat signé entre l'Agence Emploi Jeunes et la BACI, Banque Atlantique de Côte d'Ivoire. 3 692 millions de francs CFA pour leur offrir la possibilité de lutter contre le chômage, sortir de la précarité afin d'assurer leur propre réalisation. Les jeunes dans toutes les régions de Côte d'Ivoire seront touchés dans le cadre de la seconde phase du projet Agir pour les jeunes initié par l'Agence Emploi Jeunes. Favoriser l'accès des crédits aux jeunes de petits montants leur permettant de pouvoir développer des activités génératrices de revenus et aussi de favoriser l'entrepreneuriat de ces jeunes. Les jeunes auront des prêts compris entre 100 000 au minimum et 1 million au maximum, qui est une avancée par rapport à la première opération qui était bornée à 700 000. Nous venons, nous, Banque Atlantique, de réaffirmer notre engagement citoyen auprès de notre partenaire historique, le ministère de l'Emploi Jeune. Et nous entamons une seconde phase dans le cadre du programme social du gouvernement, une phase beaucoup plus renforcée qui visera à accompagner les jeunes sur toute l'étendue du territoire. Le projet Agir pour les jeunes, pour rappel, a été mis en place en 2015. 8 410 jeunes en sont déjà bénéficiaires. Ils viennent du Bénin, du Togo, de la Guinée et bien sûr de la Côte d'Ivoire. Ces acteurs du monde de la culture sont réunis à Assini pour 48 heures. À l'initiative de l'UNESCO, ils sont en formation pour apprendre à mieux maîtriser les rouages de la soumission au financement de projets culturels. Ouattara Amado Walter depuis Assini Mafia. Comment mieux promouvoir le développement durable et la réduction de la pauvreté à travers la diversité culturelle dans les pays en développement membres de la Convention de 2005 de l'UNESCO? Cette question est au centre d'une rencontre régionale de 2 jours à Assini. Il s'agit d'outiller les acteurs du secteur de la culture à soumettre des projets qui adhèrent aux critères de sélection du FIDC, Fonds international pour la diversité culturelle. Nous avons créé ce fonds et maintenant depuis 10 ans, il représente un peu plus de 7 millions de dollars. Il a aidé à financer 105 projets dans 54 pays en développement, dans un large domaine en fait de toutes les activités de l'UNESCO, création de festivals. Une initiative de l'UNESCO soutenue par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Le présent atelier s'avère nécessaire pour la soumission des demandes de financement qui demeurent pour certains pays comme le nôtre un problème majeur. Venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Togo, les bénéficiaires de cette session de formation y fondent beaucoup d'espoir. Ce qui concerne la Guinée, d'abord, nous avons eu un petit retard dans la ratification de la Convention. Nous avons ratifié seulement en 2008, ce qui a fait que vous avez dû le constater. Au niveau des projets qui ont été déjà élus, la Guinée est encore en manque et cette occasion sera vraiment bien saisie pour nous. Vu la formation qu'on a reçue, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de lacunes et voilà pourquoi on avait tout le temps des problèmes pour acquérir certains financements. Donc je peux dire que dans ce sens-là déjà, c'est déjà très positif pour nous les artistes. Le Fonds international pour la diversité culturelle est un fonds institué par l'article 18 de la Convention de 2005 de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, relatif à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Des pluies torrentielles se sont abattues hier au petit matin sur la ville de Bamako, du jamais vu depuis plusieurs années. L'agence locale de météorologie révèle que les quantités d'eau recueillies sont énormes, jusqu'à 138,3 mm, presque 14 cm à certains endroits de la capitale malienne. Un bilan provisoire fait état d'au moins 16 morts, des blessés et des sans-abri. Les secours se sont organisés pour aider les sinistrés et un comité de crise a été créé pour suivre la situation. Donald Trump a présenté hier jeudi son projet sur l'immigration, un plan qui prévoit d'assurer la sécurité à la frontière, de restreindre le droit d'asile et de réformer le système d'immigration légale. Le président américain entend désormais favoriser l'immigration au mérite plutôt que le regroupement familial. Mais les chances que son projet soit adopté par le Congrès sont bien minces. Julius Maada Bio, je le rappelle, est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis ce matin. Le président sierra-léonais est arrivé. Il a été accueilli par le président Alassane Ouattara à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le chef de l'État sierra-léonais est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Visite au cours de laquelle il aura un tête-à-tête avec son homologue ivoirien. Ce sera au palais de la présidence de la République. Les deux chefs d'État évoqueront des sujets de coopération bilatérale, mais aussi d'intégration sous-régionale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h. Nos programmes se poursuivent sur la chaîne qui rassemble.